Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Sonia qui reçoit un entrepreneur. Aujourd'hui, là, j'ai la chance de recevoir Marie-Ève Dupont-Plamondon, qui est une jeune entrepreneure de Nicolet. Marie-Ève qui a eu une carrière comme enseignante, qui ensuite s'est tournée là, vers l'entrepreneuriat. Puis elle a accepté là, aujourd'hui de venir nous parler de sa passion, j'ai le goût de dire. Hein? Ah oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est le mot qui est là. Fait que tout d'abord, Marie-Ève, peux-tu nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, puis de qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui être une entrepreneur? OK. Ben moi, j'ai un parcours d'abord très normal, c'est-à-dire que j'ai fait mon secondaire, je me suis inscrite au cégep pour aller en technique d'éducation à l'enfance en voulant travailler avec des enfants. Après ma technique, j'ai décidé de goûter à l'université pour voir si j'aimais ça, puis l'enseignement me tentait. J'aurais voulu éventuellement enseigner dans un cégep à des adultes. Ben en fait, pendant mon bac, j'ai vraiment adoré, puis j'ai fait des projets entrepreneuriaux avec des jeunes qui étaient très stimulants pour moi. Et je voyais ma carrière d'enseignante là, comme étant mon plan A dans ma vie. Je suis arrivée dans les bottines de suppléante et ben, c'est là que j'ai déchanté. Je suis une fille d'action, je suis une fille qui a besoin de savoir où je m'en vais, puis d'avoir un but, d'avoir une motivation vraiment à avoir un impact sur les gens autour de moi. Et en tant que suppléante, malheureusement, je ne pouvais pas vraiment avoir cet impact-là parce que les jeunes que je voyais jamais les mêmes jeunes. Donc, on ne bâtit pas, une relation solide. Ouais, c'est ça. Puis on n'avance pas ensemble là, dans nos apprentissages et tout ça. Fait que j'ai trouvé ça difficile. Après 3 ans, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Je peux pas continuer pendant 10 ans de la suppléance. Je lève mon chapeau à celles qui réussissent à passer au travers d'ailleurs pour devenir enseignante. Je pense encore que l'enseignement, c'est pour moi. Par contre, je suis pas prête à laisser de côté tellement de mes valeurs pour pouvoir me rendre jusque-là. C'est le petit chemin que j'ai décidé que je n'empruntais pas. Alors, ben, c'est là que le Carrefour Jeunesse Emploi est entré dans ma vie. Donc, ça fait partie de mon cheminement, puis je le dis avec fierté parce que à l'époque, je me cherchais. Qu'est-ce qu'on fait avec un bac en enseignement lorsqu'on ne veut plus être enseignante? Est-ce qu'il y a d'autres portes qui s'ouvrent à nous, autres que de l'aide aux devoirs après les heures d'école? Et ben, c'est ça, c'est grâce à Philippe Power qu'on s'est posé des questions, qu'on a appris à connaître vraiment Marie-Ève, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle a besoin. C'est à partir de toutes ces données-là que je suis allée chercher au Carrefour que j'ai eu le guts de me lancer en affaires à partir de quelque chose qui m'allumait beaucoup. Moi, j'ai 3 enfants et il reste qu'on veut être un modèle pour nos enfants. Puis pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un véhicule merveilleux pour le développement personnel, pour le développement professionnel, pour réussir à créer quelque chose, répondre à des besoins, mais en lien avec ce qui nous allume vraiment. Donc, ben, c'est comme ça qu'est née l'entreprise. À partir de prise de conscience, de défis, d'embûches, de déceptions, parce que quand on a 40 000 de dettes d'études pour un programme puis que finalement on ne travaille pas dedans, ça peut être difficile. Ça peut être difficile, on a peur du jugement, mais quand c'est un rêve, on fonce. Puis c'est comme ça qu'est démarré mon petit rêve à moi. Ah, super, c'est vraiment hyper inspirant ton parcours, Marie-Ève. Puis, tu sais, oui, d'avoir passé par les services avec Philippe et tout, mais est-ce qu'ensuite, tu es allée te former vraiment en entrepreneuriat? Tu as suivi un cours ou ça a été vraiment plus des formations là, Non, en à côté? j'ai décidé de démarrer avec les bonnes bases. Donc, étant donné que j'avais pas de cours en administration, en gestion des affaires et tout, je suis allée faire le cours de lancement d'entreprise qui est offert par l'école commerciale, par la commission scolaire de la Riveraine. Et ben, moi, je recommande fortement ce cours-là où ça nous permet d'avoir des bases. Non, on ne devient pas un entrepreneur avec le cours de lancement d'entreprise. Par contre, on met dans notre boîte à outils ce qu'il faut pour éventuellement affronter la vie d'entrepreneur avec des bonnes bases. Je dirais que, tu sais, là, moi, je rentre dans ma 3e année là, d'entreprise, que Pouce PME existe. Et ben, j'ai encore des outils que je n'ai pas utilisés de ma belle trousse. Mais je sais que je vais en avoir besoin. Puis quand il me vient le besoin, comme c'est le temps de calculer la rentabilité, puis là, il faut se mettre dedans. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça, puis là, je suis capable d'aller chercher mes outils puis de le mettre en place. Fait que je dirais que ça, c'est ce qui m'a aidé le plus. Et pour ma première année, ben, ça a été aussi de se créer un beau réseau autour de soi, de gens qui peuvent nous aider.
À Nicolet, on est choyés. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent nous aider en tant qu'entreprise, en tant qu'entrepreneur. Autant la SADC au niveau financement, au niveau support, au niveau mentorat, écoute même, que la MRC qui est là aussi pour le financement, pour des formations, pour du suivi, nous aider à calculer nos choses quand on est un peu perdu. Le CGE qui est là plus pour l'individu, l'entrepreneur qui se cherche, qui veut développer son savoir-être et des bons questionnements, se connaître plus. On a tellement de ressources, puis ça, c'est sans nommer le réseautage et compagnie où on peut aller encore chercher plus. Donc, je dirais que c'est dans mon parcours, ça, c'est ce qui a eu une grosse influence, d'être capable de m'entourer de gens qui peuvent m'aider quand j'ai des questions. Donc, je ne suis pas tout seul. Bien, c'est vraiment hyper intéressant parce que tu parles autant de la formation que tu es allé chercher des outils concrets pour comment gérer une business, mais tu t'es outillé toi-même aussi, hein, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on le sait, on est tellement notre propre outil et notre premier outil. Ouais. Puis on ne prend pas soin de nous, puis on ne prend pas soin de notre personne, bien, un moment donné, on plante, puis notre entreprise suit aussi. D'aller chercher vraiment des gens là, de tout horizon. J'ai souvent l'idée aussi que des jeunes qui me disent « Ouais, mais moi, je ne pourrais pas être entrepreneur parce que je ne suis pas bon en comptabilité ou je ne suis pas bon en français. » Non, mais entoure-toi des personnes qui sont bons là-dedans puis qui vont pouvoir venir t'aider puis te chapeauter là-dedans. Là. Toi, tu es en train je dirais même, ouais, j'ajouterais même qu'un de mes défis à moi d'entrepreneur, c'est que j'étais très douée à l'école et je suis bonne dans à peu près tout. C'est-à-dire que quand je commence quelque chose, je l'apprends vite puis je suis capable de le faire. Ce qui fait que dans mon entreprise, j'ai eu le réflexe de tout faire, de vouloir tout faire toute seule parce que, mais pas sans en parler ou sans aller chercher de l'aide, mais tu sais, d'être capable de gérer tout en même temps. J'y arrive. On s'entend, je suis capable de tout faire ça, mais au détriment de ma vie personnelle, parce que c'est pas vrai qu'on peut gérer une entreprise tout seul. On a besoin de gens autour de nous, dépendant, c'est sûr, de la grosseur de l'entreprise, de l'offre de service ou l'offre de produit. Mais moi qui ai une petite entreprise sans inventaire, sans pignon sur rue, la gestion entière à moi toute seule, ça aurait demandé trop. Donc, j'aurais tout à gagner d'être très mauvaise dans certains domaines et de le déléguer. Ça m'aiderait, moi, en tant qu'entrepreneur. Tu sais, genre, pas capable de jouer avec les chiffres, t'embauches une comptable, elle s'occupe de ça, c'est bien fait, puis toi, tu passes du temps sur ce qu'il faut vraiment. Fait que j'ai le goût de dire là, aux jeunes qui se disent ça, là, ben, tu as une force parce que tu vas être capable de déléguer beaucoup plus facilement que quelqu'un qui se démerde dans tout. J'aime ça, ton conseil, c'est un peu, sois donc mauvais dans certaines affaires, comme ça, tu vas être un meilleur entrepreneur parce que tu vas savoir bien t'entourer. Oui, puis c'est surtout, éventuellement, c'est super d'être bon dans tout, mais parce que ça nous tente et que ça nous allume. Tu sais, on est l'an 3 et c'est la première année où je prends le temps de me former en marketing. Si j'avais décidé d'être bon dans tout dès la première année, ça aurait été assez demandant, puis même démotivant parce que tu n'es plus sur ton X, tu n'es plus en mode répondre à un besoin, être sur le terrain, puis faire ce pourquoi tu as démarré ton entreprise. Oui, il faut travailler sur soi, mais quand on est capable de se dire ça, je le prends en charge, je suis déjà bon là-dedans, puis je fonce, ça, je le délègue, mais tranquillement, au fil du temps, ben, tu en apprends sur le tas, puis en plus, tu peux aller à une formation de temps en temps, puis commencer à te former, puis devenir bon dans ce que tu as besoin d'être bon. Donc, non, il ne faut pas être bon dans tout. Puis, s'entourer, je pense que c'est vraiment la clé. Okay. Très, très bon conseil. Ça serait quoi, tu penses, les qualités de base à avoir pour être un bon entrepreneur? Là, mettons, si là, on vient de dire que c'est pas d'être bon en comptabilité, en français, en marketing, des choses comme ça. Fait que ça prend quoi comme qualité pour être un bon entrepreneur, selon toi? Pour être un bon entrepreneur, je pense que tout le monde peut être un entrepreneur. Là où je fais une différence, je vais essayer de faire un parallèle. La personne qui voit qu'il y a un besoin et qui se dépêche à créer quelque chose pour y répondre, pour faire de l'argent, est un entrepreneur. Est-ce que c'est un bon entrepreneur? Il y a beaucoup de facteurs qui vont en dépendre. Pour moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une flamme, qui a une mission de vie, puis que son entreprise est bâtie pour répondre à cette mission de vie-là, puis à un besoin de la société. Parce qu'en entrepreneuriat, c'est trippant, là. Avoir son projet, travailler pour son projet, tu mets des heures et des heures parce que ça t'allume, puis t'aimes ça. Tu regardes pas l'heure, le soir, tu travailles, mais tu n'as pas l'impression de travailler. On est en vacances, tu travailles pareil parce que t'aimes ça, ça te tente de développer. C'est une belle source d'énergie. Si tu n'as pas cette source d'énergie-là, si tu as créé quelque chose qui est pas, qui t'allume pas, mais tu sais que ça va faire de l'argent,
Le jour où ça va faire moins d'argent puis qu'il va y avoir des embûches, ça va planter. Parce que quand on a une entreprise, il faut être prêt à la supporter. C'est exactement pour moi, là, qui a 3 enfants, c'est comme avoir un enfant. Je veux dire, mes enfants, ils ont tous leurs difficultés, puis je les échangerai pas malgré tout, mais c'est pareil pour mon entreprise. J'en vis des contre-coups, j'en vis des difficultés. C'est pas tout rose. Il y en a du gris, puis il y a même des côtés noirs. Mais j'apprends à les aimer parce qu'ils font partie de ma mission. Il me faut ces côtés-là pour pouvoir offrir ce que je fais à mes clients. Donc, un bon entrepreneur, selon moi, c'est quelqu'un qui a une flamme, qui veut encore plus que partager son service ou son produit, c'est de partager sa mission, de rallier les gens vers cette mission-là. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis oui, la distinction entre un entrepreneur puis un bon entrepreneur et quelqu'un qui est là avec passion, avec ses tripes, qui a le goût de se lever le matin pour y aller, parce que contrairement à un emploi où tu es employé, c'est que tu n'as pas nécessairement un horaire à respecter, tu n'as pas de compte à rendre nécessairement à quelqu'un que c'est du lundi au vendredi qu'il faut que tu te lèves. Fait que si tu n'as pas toi-même la motivation de te lever le matin pour aller travailler sur ton entreprise, ben aller retourner pas ton entreprise. Puis, tu vois, moi, je m'en suis rendu compte la journée où j'ai dû commencer à créer des œuvres pour faire de l'argent parce que j'avais besoin pour payer mon loyer et tout ça. C'est là que j'ai perdu tout intérêt pour mon entreprise et que j'ai choisi de faire autre chose. Et j'ai continué à peindre, mais la partie plaisir a dû revenir à un moment donné parce que là, quand c'était juste pour l'argent, ça ne fonctionnait pas. Là. Non. Faut faire les choses. Non, puis je dirais qu'un entrepreneur, on le dit beaucoup en cours de lancement d'entreprise, on est un peu comme d'un bateau et on peut être le capitaine, mais on peut être le matelot, on peut être tellement de choses sur un bateau. L'entrepreneur porte plusieurs chapeaux. Je m'excuse pour mon oiseau, hein, si vous l'entendez, là, Coco est très entreprenant. Oui, c'est ça. Bref, on porte plusieurs chapeaux, puis selon moi, c'est pas parce qu'un chapeau te fait pas que tu n'es pas un bon entrepreneur. Je pense que tu peux être un excellent entrepreneur avec une mission puis d'être capable de ramener tout le monde à foncer avec toi, mais être un très mauvais vendeur. Parce que la vente, par exemple, on va dire que de plus en plus, on veut que les gens nous achètent et non pas nous vendre. Ce qu'on veut, c'est répondre à un besoin, guider le client vers l'achat. Mais si tu es encore dans le mode où je prépare les objections, vente sous pression, je fais des stratégies de genre dépêchez-vous, il n'y en aura plus, mais c'est pas vraiment vrai, tu sais. Puis il y en a qui utilisent encore ces stratégies-là, on les voit tous les jours. Ça fait-tu d'eux des mauvais entrepreneurs? Non. Parce que c'est un de leurs chapeaux qui, selon moi, ils ne le portent pas bien, devraient déléguer. Mais ça ne fait pas nécessairement d'eux un mauvais entrepreneur parce qu'on va évoluer, on va mettre en place de plus en plus des stratégies, puis ça va modifier. On ne sait pas, peut-être que dans 10 ans, cette méthode de vente-là, ça va être la meilleure. On s'adapte à notre clientèle change, les temps changent, on le voit avec la crise. J'avais un service qui était en grosse croissance. Du jour au lendemain, pouf, on est quasiment aux arrêts. Puis c'est pas parce qu'on est des mauvais entrepreneurs, c'est que le marché change. Puis nos stratégies vont changer à partir de ça. Fait que c'est ça, bref. Un entrepreneur, c'est tellement plus que juste un vendeur, juste quelqu'un qui développe des services ou juste quelqu'un qui fait du réseautage. C'est plein de choses, puis on peut pas être bon dans tout. Un des mots que j'utilise régulièrement avec mes cours en classe, c'est le mot adaptabilité. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui s'adapte constamment, que ce soit à lui-même, que ce soit au marché, que ce soit au client, que ce soit... tu dois t'adapter constamment et c'est ce qui est magnifique avec tout ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ai aucune crainte pour les entrepreneurs parce que même s'il y a quelque chose qui plante, ils vont se virer de bord, ils vont saisir les opportunités, puis ils vont créer du nouveau, ils vont s'adapter. Puis ça, je pense que c'est une belle qualité à avoir si vous voulez devenir entrepreneur, là. La capacité de s'adapter à toutes les situations, à réagir en situation de crise ou de difficulté aussi, puis à la limite même carburer à ça, comme tu disais, c'est pas toujours rose, des fois on a des côtés un petit peu plus noirs, mais c'est ce côté-là aussi qui nous amène après ça à se réorienter puis à trouver des fois des choses qu'on n'aurait même pas pensé faire ou offrir, puis on saisit les opportunités puis on fonce, puis vous le faites là, déjà les jeunes un peu des fois à l'école, de quand il y a une situation qui arrive que vous n'êtes pas habitué ou qui est nouveau,
ben, comment vous réagissez à ça, puis ça peut vous donner déjà des indices à savoir en entrepreneuriat comment vous allez réagir, donc de qui vous allez devoir vous entourer là, pour que ça se fasse bien. Exact. C'est As-tu vrai que la date est... des entrepreneurs inspirants, toi, dans ta vie, qui t'ont amené? Ah, mon Dieu, oui. Ah, oui. Ben, moi, un de mes gourous, si on peut le dire comme ça, c'est Serge Beauchemin, qui est un des anciens dragons, mais qui est aussi un entrepreneur 100% humain. Moi, je le vois comme ça. Je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai été à des formations, j'ai lu, je fais partie de son réseau d'alliances entrepreneurs aussi. Serge Beauchemin, c'est un monsieur, madame tout le monde, qui a eu une enfance rock'n'roll, qui s'est pas assis sur sa vie, sur ses malheurs, mais qui a décidé de bâtir à partir de ses forces, puis qui était en mode apprentissage, même encore aujourd'hui. Cet homme-là a le côté humain fois mille. Tu sais, quand tu es proche de cet homme-là, ce qui dégage, c'est « viens me jaser » et non pas attends ton tour, prends rendez-vous, puis ça coûte 100$ de l'heure, ou même plus. C'est vraiment quelqu'un qui veut aider, qui veut faire une différence au quotidien dans la vie des gens et qui est authentique. Il va dire les vraies affaires, même si c'est pas beau à entendre. Ça, c'est une de mes valeurs à moi fondamentales, l'authenticité. C'est aussi une cause pour laquelle je me bats beaucoup, que les entrepreneurs arrêtent de vouloir montrer que la belle cage dorée, le beau de leur entreprise, les bons coups. Même si vous êtes des jeunes, vous pouvez aller voir sur Coup de pouce PME, il y a des mauvais coups, il y a des larmes, il y a des visages moins heureux, il y a des échecs qui sont partagés. Pourquoi? Parce que tout le monde en vit. C'est tabou d'en parler parce qu'on ne veut pas que les gens pensent que notre entreprise est en difficulté, on ne veut pas que les gens pensent qu'on n'est pas compétent. Je pense que l'humain a le droit à ses faiblesses, l'humain a le droit à des fragilités, puis ça, Serge Beauchemin le partage aussi. Un autre que je suggère tellement fortement aux jeunes, lisez ça, c'est vraiment bien, c'est Nicolas Duvernois, Pur Entrepreneur, le nom de Pur... en tout cas, c'est quelque chose du genre son premier livre. Il en a écrit un deuxième que je n'ai pas lu encore. Mais Nicolas Duvernois, c'est un exemple de persévérance. Tellement. Le gars, il travaillait comme concierge à l'hôpital Sainte-Justine. Il a démarré un restaurant avec sa gang d'amis. Ça a planté solide. Des dettes, puis un gros échec là, qui fait mal. Il a vu un potentiel parce qu'il s'est rendu compte que les ventes de vodka la vodka était le plus grand vendeur dans son restaurant. Pourtant, il ne vendait jamais de vodka comme ça tout seul. C'était toujours des drinks avec de la vodka dedans. Puis il s'est dit, mais quand même, si on vend autant de vodka, pourquoi on n'en boit pas une bonne vodka juste comme ça sur glace? Puis il a développé le produit pour que le consommateur puisse, en plus de le consommer dans des drinks, puisse le consommer directement comme ça puis que ce soit bon. Je pense que ça lui a pris 7 ans avant de vendre sa première bouteille. Il en a bavé. Il y avait un réseau, il y avait une famille, il y avait des gens autour de lui pour l'aider. Il n'a jamais lâché. Pourquoi? Parce qu'il y avait la flamme. Il y avait une raison. Il voulait développer son entreprise pour lui s'émanciper. Il y en avait une raison. Est-ce que vendre de l'alcool, c'est un besoin fondamental? Non. Est-ce que l'alcool répond à un besoin tout court de la population? Pas nécessairement. C'est plus ludique, c'est, selon moi, plus artificiel. Mais Nicolas Duvernois, avec son rêve, là, bien, grâce à lui, il y a des gens qui ont eu du désinfectant en main grâce à son alcool. Tu sais, il a embauché, il a créé des emplois de qualité. C'est un rêveur, c'est un gars qui va de l'avant, qui a mobilisé toute une gang pour réaliser son rêve. Est-ce que Nicolas Duvernois est un bon entrepreneur? Je pense que oui. Encore une fois, le côté humain aussi qui ressort constamment. Il y a tellement de gratitude, cet homme-là, face à tellement de monde. À écouter. Là, je ne sais pas si tu écoutes l'émission Les Dragons. D'ailleurs, ces deux entrepreneurs-là ont fait partie là, des Dragons dans les dernières années. Et en ce moment, avec la situation, Nicolas Duvernois, après l'émission, vous pouvez le retrouver en live sur son Instagram. Et il discute avec les entrepreneurs de l'après-show, si on veut. Puis il est tellement... c'est un amoureux des entrepreneurs. C'est pas juste un amoureux de l'entrepreneuriat, c'est un amoureux des entrepreneurs. Il sait ce par quoi on doit passer et il y a tellement une reconnaissance pour tout le chemin qu'on fait, que ce soit... Pour lui, il n'y a pas de petits entrepreneurs, on dirait. Il n'y a que des entrepreneurs. Il fait tout le temps avec passion et avec... Puis, une chose qui m'a surpris de lui, tu vois, il y a quand même une bonne grosse business maintenant, tu sais, on le voit, c'est une tête d'affiche. Ben, il n'y a pas de cours, lui, en administration. Il a essayé d'avoir sa maîtrise 2 ou 3 fois qu'il a voulu s'inscrire pour le MBA
Et il a toujours été refusé. Il a toujours été refusé à l'université. Il n'a pas pu faire ses cours parce qu'il était refusé. Est-ce que ça l'a arrêté? Est-ce qu'il s'est dit, ah ben là, finalement, non, j'ai pas la tête de l'emploi, je suis pas un entrepreneur, je peux pas... Non, il a bûché, il s'est connecté à lui, à ce qu'il est. Un entrepreneur, c'est un humain d'abord qui a des idées et qui veut les accomplir. C'est ça, un entrepreneur. De l'administratif, du marketing, de la vente, c'est tous des outils qui vont venir alimenter l'entrepreneur. Mais pour entreprendre, il faut juste avoir un rêve, puis y croire assez fort pour se dire, on le met en branle. Totalement. Puis, il faut aussi accepter que des fois, notre rêve, il peut se transformer, il peut changer. Puis, dans les statistiques, les entrepreneurs, les plus grands entrepreneurs qu'on a au Québec, ils en ont fait des faillites, ils en ont eu des échecs. Puis, c'est ce qui les a amenés aujourd'hui à ce qu'on les voit, qu'on les connaisse un petit peu plus. Puis que, fait que comme tu disais tantôt, il ne faut pas avoir peur de cette partie-là aussi. Ça nous forme en tant qu'entrepreneur, ça nous permet d'avoir des réussites hautes. Tu m'as nommé 2 hommes entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur, toutes les deux, oui. de fibres supplémentaires. Danielle Henkel. Danielle Henkel, que, ben, je la connais pas tant, vois-tu? Je dirais que c'est encore une fois l'humain qui m'inspire. Je l'ai rencontrée 3 fois en vrai. Et les 3 fois, elle m'a pris dans ses bras. Tu sais, c'est pour vous dire là, comment il n'y a pas de barrière. Puis c'était, j'ai des photos avec elle, puis c'est une femme qui a les antennes grandes ouvertes pour accueillir l'humain dans son comment on est présentement, puis elle a une bienveillance envers l'humain. Tu sais, je pense que la plupart des entrepreneurs que je te nommerais qui m'inspirent, c'est qu'ils sont encore authentiques. Tu sais, ils n'essaient pas de se cacher sous le star... le standing. Le standing, c'est ça. Tu sais, c'est des gens que tu rencontres au magasin, puis honnêtement, là, tu sais pas si c'est une star ou pas. Là, tu sais, c'est une vedette ou non. Non, elle fait des choses comme tout le monde. J'aimerais un jour que Coupous PME nous amène à un statut où on fait assez de sous pour pouvoir en investir. Est-ce que ça va faire de nous des vedettes? J'espère jamais. Tu sais, ce que je veux, c'est que les gens, d'avoir cette accessibilité-là, que les gens puissent venir te parler, te poser des questions et que toi, quand tu vas voir les gens, tu n'as pas l'impression que tout est faux. Que les gens restent authentiques avec toi parce que on reste humain. Les jeunes vont peut-être aimer mon expression, mais je dis toujours, moi, je fais caca comme tout le monde. C'est parfait, ça. Je rêve je vais te voir assis dans le siège d'un dragon, d'une dragonne pour pouvoir à ton tour partager. Ah, ça serait trippant. Je vais être la première à t'applaudir et à... C'est sûr et certain. On parle depuis tantôt des petits côtés un peu plus difficiles et tout ça. Ça a été quoi, en tant qu'entrepreneur, ton plus gros challenge que tu as eu jusqu'à maintenant? C'est encore mon challenge. C'est le syndrome de l'imposteur. Mm-hmm. Et quand on est en... Ah ouais. Je l'ai dit souvent depuis le début, un entrepreneur, c'est un humain, mais malgré tout, la machine, de la façon qu'elle est bâtie, il y a comme un standing à avoir un statut de CRHA pour les ressources humaines, entre autres. Il y a un standing à avoir fait le MBA, qui est la maîtrise en administration des affaires. Il y a un standing à avoir de l'expertise. Tu sais. C'est quoi ton pedigree? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi ton expérience? Là? Puis je veux voir des papiers. Alors que, tu sais, on a des garagistes entrepreneurs, on a des coiffeuses entrepreneurs, tu sais, c'est voilà. tellement dans tous les domaines. Ouais. Tu peux avoir ton secondaire pour être un entrepreneur, là. C'est ça. Puis ça, ben moi, en tant qu'enseignante au primaire, qui tombe dans les bottines d'une businessman, là, tu sais, qui devient businesswoman, donc tu te demandes, je suis à ma place, je m'habille pas nécessairement même comme les autres. Tu sais, aujourd'hui, je fais une entrevue, j'ai mon coton ouaté, puis c'est correct, c'est comme ça que j'avais envie d'être, puis je tiens pas avec une autre personne. Quand la première fois que je suis allée à la Chambre des commerces pour une activité de réseautage, tout le monde était sur leur 31, mais chic, là. Moi, je m'étais habillée pour être présentable, tu sais, mais pas avec des kits à 200$, là. Et je clashais dans le décor, là. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, je suis pas à ma place. Je serais jamais capable de porter des talons aussi hauts, puis une jupe, puis le tailleur, puis bon. Puis moi, j'ai la chance d'avoir un mentor, puis ça, je le recommanderais à n'importe quel entrepreneur. Donc, je suis allée m'asseoir avec lui, puis j'ai dit, aïe, aïe, voici ce que j'ai vécu cette semaine. Je suis allée à tel endroit, puis je me suis sentie tellement bizarre, tellement différente. Puis au final, quand on prend un à un ces personnes-là,
sont pas heureuses d'être comme ça. Ah, moi, les maudits talons, j'aime pas ça. Puis l'autre, les cravates, ça y serre le cou, il aime pas ça. Oui, mais pourquoi vous le faites? C'est un standing. OK, un gala, on prend la peine, mais si vous aimez pas ça, pourquoi vous le répétez? Moi, je trouve tellement que ça revient au jambon de grand-maman. Là, je sais pas si vous connaissez l'histoire de la femme qui prépare son jambon. Je parle de jambon, mais suivez-moi, là, vous allez triper. Là. Elle prend son jambon, elle le coupe en deux, elle le met dans son plat, puis elle le met au four. Une couple de mois plus tard, elle cuisine son jambon. Elle prend son jambon, elle le coupe en deux, elle le met dans son plat, elle le met au four. À un moment donné, son mari la regarde et dit « Pourquoi tu coupes ton jambon? » Je ne sais pas, parce que ma mère faisait ça. Ah, OK. Mais finalement, il vient à un moment donné où la dame, elle va voir sa mère. Elle dit « Maman, pourquoi il faut couper le jambon avant de le cuire? » Elle dit « Il ne faut pas couper le jambon avant de le cuire. » Elle dit « Ben oui, tu coupais toujours ton jambon. » Ah, c'est parce qu'il était trop gros, il ne rentrait pas dans mon bol. Idée reçue qu'on continue d'entretenir encore et encore et encore. Pour moi, l'entrepreneuriat, présentement, c'est ça. On est dans un vent de changement. De plus en plus, on a des entrepreneurs authentiques qui n'ont pas peur d'être eux-mêmes puis de ne pas montrer, encore une fois, notre belle cage dorée, comme j'aime l'appeler. Donc, je pense qu'il faut juste briser ces habitudes-là. Oui, il y a des moments où moi, les mettre les talons puis je vais en mettre un ailleurs, c'est correct, mais pas tout le temps. Parce que moi, de façon authentique, c'est pas moi, ça me représente pas. Je suis une fille colorée, je suis une fille qui est axée sur la polyvalence. Si je m'en vais à quelque part puis que je suis en robe, en jupe, en gros talons, mais qu'il faut que j'aille quelqu'un à tasser des tables parce que moi, je suis comme ça, je vais aider sur le terrain et je veux être utile, pas pratique. Fait que moi, en tant que personne, j'ai besoin de ça. Je dis pas que c'est tout le monde, mais être soi-même en entrepreneuriat, je pense que présentement, c'est un gros défi. Pour moi, c'en est un. De rester fidèle à mes couleurs, de rester fidèle à mes valeurs, de ne pas rentrer dans la gamique toujours de la rentabilité nécessairement. Un autre exemple, nous, Coup de pouce PME, on est axé sur l'appréciation et la reconnaissance en milieu de travail. On offre des services aussi à ce niveau-là pour aider les entrepreneurs à conserver leur équipe puis à ce que leur équipe ait envie de travailler pour votre mission d'entrepreneur. Et on n'est pas des cordonniers mal chaussés. Donc, dans nos calculs de coût de revient, on a l'appréciation et la reconnaissance qu'on fait au sein de notre équipe. On l'a budgété. Et souvent, quand je m'assois avec des gens qui sont là pour nous aider à calculer nos trucs, ils disent « Ah non, ça, c'est une dépense que tu vas venir mettre après en fonction des revenus qui vont te rester, en fonction de tes profits. » Je dis « Ben non, je veux pas que ça, j'ai à le mettre aux poubelles parce que j'ai pas assez de profit cette année. Au contraire, je veux, dans ma façon de penser, que mon coût que je vais charger, mais je le sais que ça supporte ça puis qu'on ne perd pas ça. C'est une priorité pour notre entreprise. Ça, c'est pas de l'acquis encore. Les gens vont voir ça comme du superflu, comme du luxe, alors que ça a tellement un impact important au sein de l'équipe, au sein de la rentabilité, du taux d'absentéisme. Ça a tellement d'impact. Mais si je me fie au modèle, à ce qui existe, à ce qui se faisait dans le temps, mon appréciation, ma reconnaissance, elle viendrait au même niveau que d'acheter des post-it en forme de cœur. Tu sais, j'ai le choix entre le petit carré jaune ou celui en forme de cœur, mais si j'ai assez d'argent, je vais prendre lui en forme de cœur. Mais si il faut que je gratte les sous, je vais prendre le petit carré. Non, moi, l'appréciation, là, qui est au top. Il fait partie de mes coûts avec mon loyer, il fait partie de mes assurances. Il est aussi important. Petite question piège pour toi? Papa. Très axée sur, comme tu viens de dire, la reconnaissance et tout ça. Marie-Ève, l'entrepreneur, elle prend-tu le temps de se reconnaître là-dedans? Ah oui. Ouais? Oui, ah oui. Ben, c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, on met beaucoup de temps dans une entreprise quand on est passionné, puis qu'on l'adore, puis qu'on veut, tu sais, qu'on travaille pour notre cause. On peut se perdre de vue un peu, à manquer de temps. Dans le fond, c'est de vivre un déséquilibre. C'est que ta vie personnelle commence à souffrir du fait que ta vie personnelle, la professionnelle prend trop de place. Puis des fois, ben, c'est le contraire. Puis il faut trouver notre équilibre. Puis je pense que l'équilibre n'existerait pas sans le déséquilibre. Hein? Fait que c'est normal d'avoir constamment à s'adapter. Mais pour ce qui est de l'appréciation, de la reconnaissance, comme j'ai dit tantôt, savoir s'entourer, la façon que tu traites ta clientèle, ils vont te traiter comme ça en retour, mais aussi de choisir sa clientèle. Au départ, un entrepreneur, souvent, va se dire, bon, ben, comment vendre au plus de monde possible, au meilleur coût possible pour aller chercher un maximum de revenus. On a fait partie de la gamique, là. On a commencé notre entreprise, j'étais toute seule, je voulais beaucoup de clients, beaucoup d'heures de travail pour me rémunérer puis me créer une vie
stable comme je la rêve. Et je me suis retrouvée avec certains clients qui sont pas du tout le client idéal pour moi. Ils me rapportent beaucoup de sous, mais je deviens un numéro dans leur... C'est tellement des grosses entreprises que tu deviens vraiment comme un numéro parmi tant d'autres. Moi, ce qui m'allume, à quoi je carbure, c'est... J'aime ça quand les gens le visualisent. C'est, tu arrives dans une entreprise, l'entrepreneur, il est épuisé, ou bien il est stressé, ou il vit un beau moment parce que là, c'est un gros pic de vente, mais il a vraiment besoin d'aide sur le terrain. Puis quand tu repars, il y a un sourire, les épaules sont descendues, puis il fait comme « Ah, merci, une chance, t'étais là. » Ça, moi, c'est ma paye. C'est à ça que je carbure. Fait que même si je vais chez dans une entreprise puis que je génère vraiment un gros chiffre d'affaires avec ce contrat-là, si j'ai pas ça, pour moi, c'est des journées perdues. C'est des journées où je me dis « Ah, j'aime pas ce que je fais. » Tout ça parce que je choisis pas bien mon client. Puis en choisissant correctement le client pour qui, moi, j'ai envie de travailler, je récolte aussi l'appréciation et la reconnaissance parce que c'est donnant-donnant. Si je suis allumée, que j'ai des étoiles dans les yeux, que je tripe ma vie au travail, clairement que la personne de l'autre côté va faire « Wow, OK, elle travaille pour mon rêve, puis je capote. » Et de là, l'importance que pour choisir le bon client, ben il faut que tu connaisses bien c'est quoi tes valeurs d'entreprise. Donc, que tu sois très important, ça. Entrepreneur, puis après ça devient comme beaucoup plus facile de pouvoir choisir les bons clients, comme tu mentionnes. Oui. Marie-Ève, si tu avais un petit conseil à donner à un jeune que l'entrepreneuriat l'intéresse, mais qui ne sait pas trop, ça serait quoi? Ton conseil numéro 1, le plus. Choisis-toi un objectif, n'importe lequel. Que ce soit de faire ta chambre tous les jours pour faire plaisir à maman, que ce soit de ramasser un montant d'argent pour t'acheter quelque chose, ou, je ne sais pas, dépendant de l'âge, des fois, c'est parce que tu veux partir en appart, tu veux te préparer un trousseau. Prépare-toi, trouve ton projet, décortique-le, puis tiens-toi à ton projet. Accomplis-le. Si tu réussis ça dans ta vie personnelle, tu vas vivre des embûches, tu vas vivre des réussites, tu vas avoir besoin de constance, tu vas avoir des up and down, baisse de motivation, hausse de motivation. Tu vas peut-être avoir besoin de ressources autour de toi pour accomplir ça. C'est exactement tout ce que contient l'entrepreneuriat. Tu peux entreprendre au quotidien dans ta vie de tous les jours pour y goûter à l'entrepreneuriat sans avoir à mettre ta tête sur le bûcher, à investir de l'argent ou à tester quelque chose puis vivre un échec. Tu peux le vivre à petite échelle. Prends un projet qui te tient à cœur, petit ou gros. Découpe-le, accomplis-le, évalue, puis recommence. Puis si tu tripes à recommencer, puis à recommencer, puis à recommencer, lance ton projet d'affaires. Wow! Quel magnifique conseil! C'est vrai qu'on a souvent l'idée, c'est gros le mot entreprise, le mot entrepreneuriat, mais non, c'est pas obligé. C'est dans chaque petite chose qu'on entreprend. C'est pour ça que nous, dans les écoles, là, ce qu'on dit toujours, c'est des projets à saveur entrepreneuriale. On est là pour développer des passions, on est là pour développer des qualités, on est là pour développer, de donner des outils pour pouvoir mettre en place des projets. Puis oui, à ce moment-là, tout ce que tu apprends, que ce soit dans ton petit projet du jour de réussir à faire tes maths aujourd'hui ou ton projet plus grand de ramasser tes sous, comme tu disais, pour t'acheter un scooter ou partir en appartement, mais c'est le genre de choses que ça te prend. Puis plus tu le pratiques, plus que quand tu vas être rendu sur le marché du travail ou que tu vas vouloir te lancer en affaires, tu vas les connaître, les étapes. C'est les mêmes étapes qu'il y a à faire. Oui. Puis plus encore, de réfléchir. Je prends l'exemple de faire sa chambre. Je vais essayer de gravir autour de ça. Là. Faire sa chambre, c'est plate. Puis des fois, c'est même pas dans nos valeurs. On s'en fout du bordel puis on est bien dedans. Fait que pourquoi on changerait ça? On est dans une micro-société dans notre famille. Si maman le demande parce que c'est un besoin pour maman, bien, on répond à un besoin qui n'est pas le nôtre nécessairement, mais que par procuration, de voir un sourire dans la face de maman puis qu'elle arrête de chialer, bien, ça nous apporte aussi du bon. Donc, pourquoi ça peut devenir un projet d'entrepreneuriat? Bien, c'est que pourquoi je le fais? Comment je le fais? Est-ce que j'ai besoin d'aide pour le faire? Quelle façon je vais le faire? Il y a plein de façons de faire sa chambre. Est-ce que c'est en donnant un 15 minutes, bang, j'en fais 15 minutes, j'arrête, je fais autre chose. 15 minutes, bang, puis après une semaine, ma chambre est top notch. Ou c'est
tape toute une journée où je le fais, puis je demande à du monde de m'aider. Il y a tellement de techniques. Comment tu vas le faire? Puis après, comment tu vas évaluer la satisfaction du client, moment, comment il est contente, puis d'aller chercher ta reconnaissance. Ça a l'air super banal, là. Tu sais, là, je donne cet exemple-là, il peut être, tu sais, c'est de base, là. Mais la même action peut être une tâche toute simple ou peut devenir de l'entrepreneuriat dépendant de la façon que tu vas le voir. Puis encore une fois, ça part de toi, ça part de l'humain. Entreprendre, ça part de nous et du pourquoi on va le faire. Je reviens encore à la base du réfléchis pourquoi tu le fais, comment tu le fais pour y mettre ta couleur. Effectivement. Puis tu vois, pendant que tu parlais, moi, mon idée, c'était ben écoute, si jamais ma mère me donne 5$ pour faire ma chambre, ben je pourrais peut-être sous-traiter ma petite sœur à 2$ de l'heure pour pouvoir la faire à la place. Fait que il me reste pas de temps dans mes poches, puis j'ai pas Hey, on peut rentrer la comptabilité là-dedans. Ah oui. Ou bien faire une vente de garage avec ce qui ressort de notre ménage. Pourquoi pas? Il y a plein de possibilités pour aller vendre. Puis, en ce moment, on parle beaucoup d'entrepreneuriat collectif, entrepreneuriat communautaire, donc de comment s'impliquer dans ma communauté pour faire une différence. Fait que ce soit d'aller aider mon voisin qui est plus âgé, peut-être, pour pouvoir nettoyer ses plates-bandes, ou que ce soit juste de faire des appels à des gens plus isolés, sans nécessairement en attendre une rétribution monétaire, mais plus une reconnaissance, comme tu dis, là, qui à ce moment-là devient notre paye d'entrepreneur à ce moment-là. Oui. N'hésitez pas là, à vous impliquer dans des projets comme ça, là, surtout en ce moment, les plus vieux qui ne sont pas à l'école, en plus, ça peut être une belle façon de se tenir occupé, autre que de jouer à des jeux vidéo. Puis, je suis là, d'ailleurs, je vais en profiter de me plugger, tant qu'à en parler. Ben oui, vas-y. Pour vous aider dans vos projets à saveur entrepreneuriale. Fait que si vous avez une idée, vous avez besoin d'un coup de main, Marie vous a parlé beaucoup des étapes. Je peux vraiment vous aider là, pour les différentes étapes. Que ce soit pour faire le ménage de votre chambre ou pour pouvoir mettre dans votre communauté. Puis, il n'y en a pas d'âge pour entreprendre. Hein. C'est important de le dire. Il y en a des jeunes qui ont démarré des entreprises. Des vrais, là. Des vraies entreprises. Des ados qui ont démarré des trucs, puis que ça a grossi, puis que c'est devenu wow, là. Puis, on n'est jamais menotté à une entreprise. Tu peux démarrer un projet, triper, puis le jour où ça commence à s'éteindre, puis que tu as le goût de démarrer autre chose, ça se vend une entreprise. Ça se lègue, ça... Puis on a le droit de changer d'idée. Hey, moi, c'est niaiseux. Ouais. J'ai appris, genre, à 30 ans qu'on avait le droit de changer d'idée dans la vie. Moi, je pensais que quand tu faisais un choix, il fallait que tu t'en tiennes à ça puis tu y ailles jusqu'au bout. Mais non, on a le droit de changer d'idée. C'est merveilleux. Il y a une chose que je trouve qu'à l'école, on n'aborde pas assez, là, puis je fais souvent le parallèle avec le plan d'affaires parce que les gens, même les adultes, les grands-grands, puis même les vieux, là, un plan d'affaires, là, c'est terrible. C'est pire qu'une communication orale ou une grosse rédaction écrite, là. Je suis tellement d'accord. Et souvent, on va faire le plan d'affaires, puis après, on va se dire, oui, mais tout d'un coup, que? Oui, mais tout d'un coup, que? Oh, mais ça peut changer parce que... Ben oui, c'est un plan d'affaires. Mais à l'école, on fait des plans avant de rédiger. Hein. Mais les profs, ils prennent pas nécessairement le temps d'expliquer qu'un plan, ça se modifie. La raison d'un plan, c'est d'organiser ses idées. Mais après, quand on est en mode création, ça se peut qu'on veuille peaufiner une idée ou la diviser ou la changer, mais on a un plan qui se suit. Donc, on sait que si on change ça, ça a un impact sur autre chose. Puis, on est juste capable d'avancer de façon plus structurée vers la fin. C'est à ça que ça sert un plan. Un plan, ça change constamment. Si on fait un plan avec l'envie que tout reste là puis qu'on fasse juste check, ça se peut qu'on passe à côté de vraiment belles opportunités ou qu'on rencontre des obstacles qu'on aurait pu éviter en se laissant ouvert l'esprit puis en se disant « OK, je me garoche pas n'importe où, j'ai un objectif, je le suis, mais pour atteindre mon objectif, ça se peut que la route a dévie. Ça se peut que ça prenne moins de temps, ça se peut que ça prenne plus de temps, mais dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on remplit notre coffre à outils. Puis après ça, on est prêt à affronter n'importe quelle tempête. Il y a une phrase que j'aime particulièrement qui dit que la seule chose qui est constante dans la vie, c'est le changement. Ah mon Dieu, oui. Il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. C'est la seule chose que tu es sûr qui va toujours être là, c'est le changement. Le reste, c'est pas important. Hey, Marie-Ève, je vais te laisser là-dessus. Écoute, t'es vraiment... tu le sais, tu es une entrepreneur que j'aime beaucoup. Je te trouve inspirante, je te trouve belle à voir aller. Je te trouve belle à voir aller dans tes réussites, dans tes défis, dans tout ce qui t'arrive, de voir à quel point aussi que tu es passionnée, à quel point tu aimes ça, transmettre ta passion aussi. Et on le sent dès que tu parles d'entrepreneuriat,
ton cœur est là à 100%, puis ça fait de toi une entrepreneur, je crois, exceptionnelle. Puis pour vrai, je te vois très bien être une dragonne. Je vais t'envoyer toute l'énergie pour que ça puisse se réaliser comme ça. Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. J'espère que les jeunes vont apprécier l'entrevue qu'on a fait ensemble. Je sais aussi que tu es présente, tu es déjà venue dans mes classes là, pour pouvoir parler aux jeunes. Je sais que tu es très ouverte. S'il y en a qui ont des questions pour toi, Ah oui! faites-nous-les en commentaire. Je vais les transmettre à Marie-Ève sans problème. Elle va se faire un plaisir de vous répondre. Je te laisse le petit mot de la fin. J'ai le goût de faire ça. Oui, OK. Ben, écoutez, c'est difficile! Qu'est-ce que j'ai le goût de leur dire? Il y a tellement de choses. Moi, j'aime ça parler. Hein. Hey, je vous plug juste un test, tiens. Un petit test sur les langages d'appréciation. Là, ils sont au travail, mais c'est tellement important, les langages d'appréciation, pour plein de choses. J'ai le goût de vous dire, allez sur mon site web, coupdepoucepme.com. Si vous allez dans les services Appréciation, il y a un lien pour faire un test. C'est un petit test de 30 questions. C'est redondant, mais à la fin, tu découvres ton langage, puis tu vas te rendre compte de quelle façon, toi, tu te sens apprécié, puis comment les autres peuvent t'apprécier. Puis plus les gens autour de toi vont savoir comment toi t'aimes être apprécié, ça va être facile pour eux de te reconnaître et de faire les choses de la bonne façon. C'est gratuit, puis je pense que plus de monde le font, plus c'est merveilleux, puis plus on va avoir un monde meilleur. Allez le faire, c'est gratuit. Oh, j'adore ton petit message. La fin, puis après ça, en plus, vous pouvez le partager avec vos parents, vos amis. Ah oui. Vous comparer là-dedans et tout, puis savoir qu'est-ce qui vous rend reconnaissant, vous fait, en tout cas, que vous aimez vous faire reconnaître. Mais un gros merci encore, Marie-Ève, et je te souhaite une belle fin de journée. À la prochaine. Merci. Salut.